bonsoir. La pandémie de la Covid-19 poursuit toujours son petit bonhomme de chemin. La pandémie se poursuit toujours donc aussi bien dans le monde que chez nous au Togo. Et ce soir, nous marquons encore une pause pour une sensibilisation. Nous faisons le point de l'évolution de l'actualité sanitaire pour parler justement de l'apparition de ce variant Omicron, des différentes dispositions nationales prises pour la riposte et puis l'éventualité d'une troisième dose de vaccin anti-Covid. Et pour parler de tout cela, nous sommes sur ce plateau avec professeur Komi Séraphin Adjo. Il est pneumologue, coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune et membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Et nous avons également le volontaire de la Croix-Rouge, membre du comité de suivi des mesures barrières dans les marchés. Il s'agit de M. Lassissi Arimou. Monsieur Arimou, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir chers amis téléspectateurs. Et je vous rappelle donc, chers téléspectateurs, que nous serons rejoints sur ce plateau par Dr Emefa Sabli, qui est médecin-chef de la commune d'Agoué-Nivé et 4. Voilà donc nos différents invités sur ce plateau pour la sensibilisation. Mais avant de parler justement proprement dit de ce qui nous rassemble ce soir, donc nous allons essayer de découvrir le bilan en une semaine de la situation et pandémique dans notre pays. C'est à travers le point de presse de la Coordination nationale de lutte contre la Covid-19. C'était mercredi dernier, un reportage signé Ulrich Amega. 3 à 4 cas de contamination enregistrés par semaine. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Depuis un mois, 0 décès au compteur. Un soulagement pour les centres de prise en charge. Près de 30% de la population ont déjà eu leur première dose à la date du 28 novembre 2021. 15% ont reçu leur deux doses. Le taux de contamination a aussi chuté, des chiffres qui donnent de l'espoir, un bémol tout de même. Nous devons rester toujours vigilants. Nous avons renforcé ces derniers jours, sur instruction du chef de l'État, la surveillance épidémiologique, suivant l'évolution inquiétante de la situation sur le plan international. Nous sommes au mois de décembre. Pour cela, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le même piège où à chaque fête ou à chaque retour de nos compatriotes des pays à risque, les cas augmentent chez nous. Une troisième dose ou un rappel a été annoncé en fin de semaine dernière par le Conseil des ministres pour les personnes de plus de 40 ans. Et le démarrage effectif dans la population sera précisé avec certaines modalités par un communiqué. Il y a eu un renforcement aussi de la campagne vaccinale cette semaine, ce qui nous a permis d'accélérer la vaccination. En somme, en une semaine, nous avons pu vacciner 300 000 personnes. Et si nous tenons ce rythme, peut-être que d'ici 2 mois, nous arriverons à cette immunité collective et nous pourrons reprendre vraiment et complètement les activités. La vaccination, l'arme unique. Depuis le 26 novembre dernier, Omicron, un nouveau variant, a fait son apparition en Afrique du Sud. Même si les études continuent sur sa transmission, le gouvernement togolais, lui, reste sur le qui-vive. Nous avons pris certaines mesures sur ce variant. Pour les personnes en provenance des pays à risque, notamment l'Afrique du Sud, ces personnes seront mises en quarantaine 112 heures, contrôle du test PCR après 112 heures, confirmer la négativité avant que la personne ne sorte des quarantaines. Le Togo est le premier pays africain dont le certificat vaccinal est reconnu par l'Union européenne. La coordination encourage les voyageurs à télécharger la nouvelle version, un atout pour faciliter leur déplacement. Voilà donc la situation de la pandémie dans notre pays. Professeur Adjo, on a donc compris, ce sont des chiffres qui donnent de l'espoir. Oui, je crois que c'est clair pour tout le monde depuis
près de 2 mois maintenant, c'est sûr, on est sorti de la dernière vague et la tendance actuelle des données nous rassure, sans toutefois nous laisser dans un oubli, dans un laisser-aller. Donc, c'est bien, les choses sont rassurantes, aussi bien au niveau des chiffres qu'au niveau de la prise en charge. Vous savez, vous pouvez avoir un nombre limité de cas, mais si c'est des cas graves, ça peut se solder par des décès. Heureusement, ce n'est pas le cas. Les centres de prise en charge, et en particulier le centre le plus important, le CHR Lomé Commune, n'enregistre plus tellement de nouveaux malades. Et donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Ah, mais professeur, on l'a vu dans le reportage, on a 0 décès depuis un moment déjà. On peut dire, on doit féliciter les professionnels de la santé pour ça. Oui, je crois que c'est des gens qui font leur travail, ça il faut le dire. Le gouvernement met les moyens pour qu'on puisse soigner ceux qui malheureusement attrapent la forme grave. Et donc, le personnel soignant s'occupe comme ils doivent le faire, s'occupe de ces gens-là. On doit les féliciter, je suis d'accord, mais je reconnais aussi que c'est notre travail. On le fait sans attendre forcément des félicitations, mais si on nous félicite, ça fait du bien au cœur. Voilà. Et professeur, l'idée, c'est de maintenir cette situation-là comme ça, enfin, jusqu'à X temps. Hein. Oui, nous le savons. Hein, chaque jour qui passe et qu'on n'ait pas de cas, c'est quelque chose de gagné, c'est une victoire, tout en sachant, et on attend avec assez de, je ne dirais pas de fébrilité, on attend quand même avec la hantise une vague, une nouvelle vague. Et on espère qu'elle ne sera pas importante, que nos capacités ne seront pas dépassées. Mais comme on le sait, on a appris de ce virus-là, de cette pandémie, les choses évoluent par vagues. Donc quand une vague finit, il ne faut jamais croire que c'est fini pour de bon. Et donc on pousse un ouf de soulagement et on est prêt au cas où les choses reprendraient pour être aussi efficaces ou plus efficaces que ce qu'on a fait auparavant. D'accord. Bon, professeur, on ne peut que dire, vous souhaitez peut-être, bon, pas un repos, mais quand même souffler, et puis on croise les doigts pour que ça ne reprenne pas trop. Absolument. Pour vous donner du travail. Alors, Monsieur Arimou, bon, le professeur a parlé, nous a fait découvrir donc la situation pandémique. Vous êtes en charge de la mise en œuvre vous êtes membre donc, du comité de mise en œuvre, de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la pandémie, bon, on nous dit qu'on n'a pas enregistré de cas dans les marchés. Est-ce que c'est vrai? Et dit simplement comme ça, on ne peut pas justifier. Okay. Personne n'est allé faire des tests avec les usagers du marché. Seulement, avec les usagers du marché, il y a lieu de renforcer les différentes mesures qui ont été décidées, notamment les mesures de lavage de mains, les mesures de port de cache-nez, et essentiellement cela, parce que les mesures de distanciation ont été difficiles à mettre en œuvre. Donc c'est ce que je peux dire. Okay. Maintenant, dire qu'on n'a pas détecté de cas ou pas, vous savez, la façon dont les résultats des cas infectés s'annoncent ne précise pas d'où viennent les intéressés. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire oui ou non qu'il n'y a pas de cas. Bon, donc il va falloir qu'il y ait des femmes qu'on annonce toujours dans les infectés. Il y a des femmes au marché. Il y a aussi des hommes, bien sûr. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire qu'il n'y a pas de cas. Non, vu les comportements même là-bas, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. C'est pour cela que le renforcement des mesures là-bas s'impose matin, midi, soir. Et dès que le marché s'ouvre, l'équipe en charge de la surveillance
du respect des mesures barrières est en œuvre. C'est pour ça. Oui, alors, Monsieur Arimou, justement, peut-être qu'au tout début, à un certain moment, ça a été compliqué, et même à la période, disons, de vague, de pic, on comprend que peut-être au niveau du marché aussi, il y a eu relâchement, il y a eu laisser-aller, et le gouvernement a pris des mesures justement pour, bon, pas corser, mais pour rappeler justement l'importance du respect des mesures barrières. Alors, est-ce qu'au niveau des marchés, avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, des chiffres satisfaisants, est-ce à dire que dans les marchés aussi, il y a eu une prise de conscience, on respecte mieux les mesures barrières? Et les choses sont meilleures qu'avant. Okay. On ne veut pas dire que nous sommes satisfaits, mais il y a un effort constant. Vous savez, auparavant, les marchés étaient gérés par une seule structure étatique qu'on appelle les PAM. Mais avec l'avènement des mairies, des communes, les marchés ont été répartis sur l'ensemble des mairies et un petit lot est resté pour EPAM. On a plus de 70 marchés à travers le Grand Lomé. Et tous ces marchés ont été visités par notre comité à plusieurs reprises et des rapports ont été faits et soumis à qui de droit. Et aussi, lorsqu'on a mis en place les mairies, ils n'avaient pas assez de moyens matériels et financiers pour démarrer aussi leurs propres activités. Et Covid aussi est arrivé. Oui. Donc, il était question de faire la part des choses avec de petits moyens. Au fur et à mesure que le temps passe, le gouvernement, l'État, les donateurs ont dû mettre la main à la poche pour aider les mairies et les PAM à améliorer les services de contrôle. Un personnel a été recruté, renforcé, formé. Les associations des usagers de marché, les revendeurs de tel ou tel, ont été réidentifiés, formés et mis à la tâche et en contribution de la surveillance. Toujours est-il que les difficultés qu'on a eues par la suite, c'est les pannes des dispositifs de lavage de main, et l'eau qui n'est pas là où il fallait que ça soit mis, et les gens qui ne veulent pas observer ce lavage de main prétendant qu'ils ont le gel déjà avec eux, et les marchés qui ne sont pas clôturés, donc voilà, l'entrée dans les marchés c'est de partout. Maintenant, dans le marché même où il fallait porter les bavettes, les cache-nez, et c'est trois circonstances que nous vivons. Il y a d'autres qui ne portent pas du tout. Vous verrez que le bavette est au fond d'un sac en profondeur. Vous connaissez comment vous, les femmes, vous gérez votre sac. On sort ça, et si vous voyez aussi la qualité du cache-nez qu'on vous sort, voilà, bon, c'est à désirer. Et ceux qui portent, soit c'est sous le menton, on porte mal. On porte mal. Et les gens n'apprécient pas encore l'importance. Ils ont ce système où, quand l'équipe de contrôle arrive, il y a un cri qui est lancé au Vadolo. Et, voilà, et tout le monde réagit. Tout le monde réagit, remet. Et dès que vous partez... Et là, même on nous félicite. C'est sans vous là. Covid devait tuer tous nos marchés. Hein. On nous félicite abondamment. Pour que vous soyez contents. Et puis bon, ça, c'est pour cela que nous avons associé les responsables. De comprendre que les bavettes ne sont pas portées pour faire plaisir à un comité. C'est pour l'intérêt des trucs. Maintenant, les marchés qui ont de la sonorisation, il y a des messages qui sont passés régulièrement pour expliquer. Les responsables des marchés la passent sur ces antennes, sur ces sonorisations, pour réexpliquer pourquoi il faut porter. Si tu ne portes pas, quel est le danger? Maintenant, celui qui porte se protège les autres. On est même allé jusqu'à l'utilisation du gel parce que l'argent qui est manipulé dans le marché peut être source de contamination. Parce qu'il passe de main en main. C'est ça. Nous leur conseillons après chaque 30 minutes, 45 minutes de se laver la main avec leur gel, de laver même les sous qu'ils récupèrent dans la vente de leurs produits. Et même les papiers, ça ne fait rien. On peut mettre le gel là-dessus. Ça n'a pas détruit. On leur a fait la démonstration. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas eu d'incidence là-dessus. De laver tout ça là. Parce qu'il est très important de dire que je viens au marché sain. Le marché, c'est mon job. Le marché, c'est mon bureau. Tel que les autres vont au CASEF,
dans les ministères ailleurs. Moi, si je me lève chez moi, je vais au bureau. Il ne faut pas qu'en retournant chez moi, j'amène de la COVID-19 à la maison. Si on a compris comme ça, les gens font. Donc, c'est amélioré aujourd'hui. Les bavettes qu'on a vues à des prix énormes auparavant sont descendues à des prix extrêmement bas. L'avantage est qu'au moment où la vaccination a commencé, des listes ont été ouvertes par endroits dans les marchés. C'était étonnant et les femmes sont allées s'inscrire et au début. Et on a dû faire venir des équipes de vaccination dans les marchés. Donc, celles qui se sont inscrites sont allées se faire vacciner. Maintenant, à l'heure actuelle, on a multiplié les équipes de vaccination dans l'ensemble des marchés du Grand Lomé. C'est multiplié presque par 10, par 15 même. Elles sont là en équipe permanente, en équipe qui circule, sensibilise. Tu peux aller te vacciner, revenir à ton étalage et en rien. On conseille aussi, quand vous vous vaccinez, les petites choses que vous pouvez avoir sont précisées au moment de faire la vaccination. Les petits désagréments qu'on peut ressentir et tout. Et quand ça vient, les conduites à tenir sont aussi évoquées. Ce qui rassure plus les usagers à aller se faire vacciner. Je crois que dans cette campagne de vaccination accélérée, ces équipes sont toujours en place dans les marchés. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Arimou, pour toutes ces explications. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, sur notre plateau, on découvre mieux ce qui se passe sur le terrain au niveau des marchés. Professeur Adjo, quand vous écoutez, disons, tout ce qui se fait dans nos marchés aujourd'hui, est-ce que cela vous rassure, vous, en tant que membre du Conseil scientifique? Comme il a dit, les choses s'améliorent. Ça, c'est notre satisfaction. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Non, pas encore. Il y a un gros effort qui se fait et toutes ces équipes-là doivent être félicitées pour ce travail de fond, ce travail de fourmi qui font chaque jour. Alors, c'est dit, hein, quand vous allez au marché, vous n'êtes pas satisfait. Quand vous voyez ce qui se passe, et comme on l'a dit, les gens pensent que les mesures barrières, c'est pour l'unité de contrôle. Et que quand ils sont là, comme il le dit, à Fouador, il faudrait que tout le monde se... Voilà, c'est ça qui est mauvais. Et donc, en tant qu'usager, quand tu passes dans le marché, en l'absence de ceux qui font ce contrôle-là, vous constatez évidemment que les choses ne se font pas comme ça. Et ça, il faut que chacun arrive à comprendre que c'est pour nous-mêmes d'abord. Et comme il a si bien expliqué, le revendeur ou la revendeuse va au service. Il va à son bureau, c'est son business. Il faut qu'il fasse tout pour que Covid ne vienne pas tout dégrader, qu'il soit toujours en bonne santé. Et pour cela, on le sait, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que les mesures barrières pour se protéger contre Covid-19. Et M. Arimou, justement, ça me vient à la tête. Est-ce qu'au niveau de votre comité, vos différentes équipes, il vous est arrivé ou bien il vous arrive de sanctionner, entre griffes, on va dire, parce qu'on aurait appris que, il y a certaines équipes qui sillonnent des marchés et quand on t'arrête sans bavette, il faut payer une certaine somme et tout cela. Alors, est-ce qu'à votre niveau, c'est également le cas? OK. On va faire la part des choses. Notre équipe n'a pas pour mission de sanctionner. Notre comité rend compte à qui de droit, à l'autorité communale, à l'autorité de l'EPAM et au ministère de l'administration territoriale qui gère ce comité. Mais qu'est-ce qui se fait exactement? Les places sont attribuées aux usagers et aux marchands dans le marché. Donc si on voit qu'on vous a mis en garde pour le port de bavette ou de cache-nez, vous ne respectez pas, on peut vous amener à des amendes à payer pour l'étalage que vous avez reçu. Maintenant, si vous persistez à ne pas observer, on vous suspend pour 2 semaines, même 1 mois. Vous ne venez pas au service, si on peut le dire ainsi. Voilà, donc une mise à pied, on va dire. Une mise à pied. Maintenant,
pour ceux qui circulent dans le marché, les marchands ambulants, tout comme les vendeurs et acheteurs, il était prévu entre-temps de les amender aussi avec des tickets très chers, de 2 000 à 5 000, au-delà même. Donc, cette pratique a quand même permis, à un moment donné, de mettre assez de cohésion au respect de ces mesures. Voilà. Mais pour l'instant, je ne maîtrise pas ce qui se fait encore vis-à-vis de cette direction. Parce que ce sont les communes qui ont une équipe de gestion dans chaque marché et les PAM aussi qui a son équipe et c'est eux qui travaillent à l'harmonisation de ce respect dans le marché. Donc s'il y a un mandat donné, c'est eux. Nous, on observe que vous faites disons, l'état des lieux. L'état des lieux. S'il y a une équipe de gestion d'un marché qui ne travaille pas, on rapporte à son autorité qui attire son attention. Ou bien si on va sur 10 dispositifs de lavage de mains, c'est deux qui travaillent, qui marchent, on l'évoque pour que cela soit corrigé. Voilà. Si on va quelque part, il n'y a pas l'eau, ou bien on va quelque part, le vigile qui est à l'entrée ne fait pas le suivi, il laisse rentrer, sortir les gens, n'importe comment. Tout ça, on relève et on dit, il faut faire travailler vos agents parce que nous, on peut toujours dire à quelqu'un, mon ami, tu ne fais pas bien ton travail. Mais comme nous ne sommes pas directement leurs patrons, et certains même nous engueulent. Bon, on rencontre, c'est tout, c'est ce qu'on sait faire. Voilà, on rencontre à l'autorité, l'autorité se charge de corriger. D'accord. Alors, professeur Adjo, nous évoquons la vaccination maintenant. Depuis, au tout début, il y a eu de l'engouement, après il y a eu relâchement. À un moment donné, le gouvernement a pris des mesures de présentation de passes sanitaires obligatoires avant d'avoir accès aux services publics. Alors, il y a eu encore cet afflux de personnes au niveau des vaccinodromes. Et à un certain moment, on nous parle encore de relâchement et tout ça. Donc, il a été mis en place une campagne accélérée de vaccination contre la Covid depuis lundi, pas lundi de cette semaine, l'autre semaine. Alors, est-ce que vous avez eu écho de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que depuis le début de cette campagne-là, on note un retour massif des populations au niveau des centres de vaccination? Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est que les attentes par rapport à la vaccination sont très fortes parce que aujourd'hui, comme le disait entre-temps, pour que la campagne de vaccination puisse être un succès, il faut 3 choses. La première, c'est qu'il faut absolument qu'on ait des vaccins en quantité suffisante. Et ça, les autorités ont assuré leur part de responsabilité. Et aujourd'hui, on a suffisamment de vaccins. La deuxième partition qui doit être jouée, c'est le personnel soignant, toute l'organisation qui peut permettre l'administration des vaccins. Ça aussi, c'est un sans faute. Les agents de santé sont en place et font de leur mieux. Et il reste le troisième maillon qui est la population qui doit sortir, qui doit aller vacciner. Et c'est là que le problème se pose. Et c'est pour cela que sans cesse, le gouvernement ne cesse de réfléchir à des stratégies pour amener les uns les autres à comprendre ou à défaut à être obligés d'aller se vacciner, entre guillemets. Donc, cette stratégie-là répond à cette logique-là. Et donc, cette campagne-là a commencé, ça fait déjà une bonne dizaine de jours. C'était prévu 1 million de vaccinés en 2 semaines, ce qui suppose quand même qu'il faut au minimum par jour près de 66 000, 65 000 de vaccinés par jour. Alors, le point que nous avons sur les 10 premiers jours, c'est quand même on n'est pas arrivé à ces 65 000 vaccinés par jour, au moins. Et on tourne quand même autour de 350 000, je dis 35 000 vaccinés par jour. Donc la moitié. Disons que la moitié des objectifs, un peu plus de la moitié, on sera autour de
55-60% de l'objectif. Ce n'est pas mal, mais on aurait aimé atteindre l'objectif, même à le dépasser. Et donc, pour répondre simplement que l'affluence, c'est vrai, des gens se sont mobilisés, mais on peut faire mieux. C'est le lieu donc de rappeler et d'attirer l'attention de tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, aller se faire vacciner. C'est vrai, parfois les gens disent oui, c'est comme on nous force à aller nous vacciner. Il faut comprendre que l'État met des moyens, les autorités font de lobbying pour convaincre la communauté internationale à nous fournir de vaccins, soit en don, soit d'une façon ou d'une autre. Et s'il faut avoir tous ces vaccins-là aujourd'hui, et puis au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, pour ne pas pouvoir les utiliser, comment on peut aller encore demander encore à ce qu'on nous en donne? Il y a ça, et donc, il ne faut pas que nous oublions aussi, on traverse un moment d'accalmie, mais ce n'est pas fini. La preuve, on annonce un variant, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est dire quand même que ce qui est disponible, il faut que nous nous en approprions. Nous savons aujourd'hui qu'on ne meurt pas en se vaccinant. Nous avons la preuve. C'était la grande peur au départ. Et en ce moment encore, on pouvait comprendre ceux qui hésitaient. Parce que c'est de l'inconnu, c'est pur pour tout le monde. Et c'était normal qu'il y ait un peu de peur, de réticence. Mais maintenant, on est à près de 6 mois quand on a commencé cette vaccination. Ceux qui se sont vaccinés, nous les premiers, on est là, on n'a rien, et on est sûr qu'on n'aura pas quelque chose de grave. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que les gens traînent encore le pas. Il faut qu'ils aillent se faire vacciner. Eh bien, professeur, peut-être l'autre raison que les populations brandissent, c'est que le vaccin, on nous dit le vaccin ne protège pas à 100%, c'est un certain pourcentage. Donc, si ça ne protège pas à 100%, autant ne pas le prendre. Certains écoutent peut-être leurs proches. Si moi, je me suis fait vacciner, que j'ai eu mal au bras ou j'ai eu quelques désagréments, donc, disons, mon frère ou ma soeur se dit, ah bon, autant ne pas aller, ou j'ai pris une première dose, ça m'a fatigué, donc je ne prends pas la deuxième dose. Alors, est-ce que vous comprenez toutes ces raisons-là? Non, je crois que les gens sont de mauvaise foi. On a quand même une habitude de vaccination et tout le monde, tout petit, s'est fait vacciner et des gens se vaccinent tous les jours et on sait que quand on injecte, on administre, on introduit un corps étranger dans l'organisme, c'est comme ça que ça se passe, l'organisme réagit. Un organisme qui ne réagit pas, on le trouve bizarre. Cette réaction peut être très discrète ou très, très importante selon les individus, et ça, c'est connu. Et donc, il n'y a pas de raison que les choses changent fondamentalement avec le vaccin anti-Covid. Et donc, quand on introduit cette substance-là, le vaccin anti-Covid, dans l'organisme, c'est tout à fait normal que les choses bougent, que l'organisme réagisse. Et donc, il y a certains qui vont avoir des douleurs au point d'éjection, la fatigue, un peu de fièvre, parfois des douleurs articulaires ou musculaires, qui, dans la majorité des cas, ne durent pas plus de 3 jours. Et les choses rentrent très rapidement dans l'ordre. Donc, je crois que cela ne doit pas constituer aujourd'hui une justification au refus de cette vaccination. L'apport est de surcroît, on sait, c'est vrai, aucun vaccin ne protège à 100%. Ça aussi, on sait, aucun vaccin au monde ne protège à 100%. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de Covid-19 que subitement, on doit exiger que ce soit une protection à 100%. Et donc, c'est ce que je voudrais dire, il faut que les gens soient raisonnables et
qu'on sache que c'est une maladie potentiellement grave et que chacun se protège. Le problème, c'est qu'il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Et le problème, professeur, peut-être, c'est parce qu'on écoute trop les on-dit, il y a trop d'on-dit sur le... Oui, c'est aussi ça le mauvais côté des réseaux sociaux qui altèrent l'information, qui brouillent l'information juste qui passe. Et puisque ça nous sert et on n'a pas envie de le faire et on a tendance à les écouter. Mais on a vu, hein, je ne sais pas si tout le monde, mais chacun a eu au moins à avoir un cas de Covid-19 à côté de lui, oui. A pu attendre un décès de Covid-19. Et donc, c'est dire quand même que nous, en médecine, on appelle certaines morts des morts évitables. Voilà. On va mourir tous un jour de quelque chose. Mais si on peut éviter... Voilà, quand on peut l'éviter, il faut l'éviter. Ça, c'est des morts évitables. Et donc, c'est pour cela que quand c'est possible de l'éviter, on doit tout faire pour l'éviter. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Arimou, alors c'est vrai que dans vos propos avant, en parlant justement de l'état des lieux dans les marchés, vous nous avez parlé un peu de comment cela se passe au niveau de la vaccination, mais avec la campagne, d'abord avant de parler de la campagne accélérée, c'est vrai que les femmes se sont inscrites très vite pour aller se faire vacciner, mais est-ce qu'au niveau des marchés aussi, on a observé ce phénomène de dents de scie? Les gens sont allés se faire vacciner, nombreux. À un moment donné, il y a relâchement et il faut aller, les pousser maintenant à retourner se faire vacciner. Et disons que le phénomène est national. Le marché n'a pas fait exception. Mais cela n'a pas exclu que des dispositions soient renforcées pour exhorter, exciter, amener nos mamans, nos soeurs, nos papas, nos parents qui sont dans les marchés. Et je me dis que si on a augmenté les équipes, c'est qu'il y a eu un besoin dans les marchés. Avant, on avait une équipe qui n'était pas en nombre important, mais aujourd'hui, les équipes sont renforcées à plus de... Hier, la directrice me communiquait plus de 22 équipes à sa disposition. Moi, je trouve que c'est assez important. Si chaque jour, vu les influences dans le marché, chaque jour, l'équipe enregistre un nombre cohérent de vaccinés, on avance. Mais ce que je voudrais aussi profiter pour dire, vous savez que moi, je viens de la Croix-Rouge togolaise, et il y a ce travail conjugué que la société civile doit faire avec les autorités. Si je prends mon institution qui est la Croix-Rouge, je dis toujours qu'elle est la plus internationale possible. Oui. Quand des choses se passent ailleurs, n'importe où, la Croix-Rouge est la première à y arriver. Pendant que vous allez voir les autres chefs d'État tenir des réunions, des sommets, pour décider ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. On est déjà là pour sauver les situations. Je dis qu'elle est aussi la plus communautaire possible. Il n'y a pas d'institution qui soit plus communautaire que la Croix-Rouge togolaise. Vous la voyez au plus fond de chaque contrée. Et les gens sont là. Ce n'est pas que nous allons pour y travailler. Nous avons formé des volontaires qui sont déjà présents dans les communautés pour intervenir. Ce qui fait que quand il y a un pépin, ces communautés commencent par agir et ensuite rendre compte et sont renforcées dans le travail qu'ils font. Ça, c'est un atout majeur à la disposition gratuite de l'État, du gouvernement. Je crois qu'il y a lieu qu'on puisse profiter de cette disponibilité de la Croix-Rouge pour offrir aux communautés la façon de faire les mesures barrières, les mesures restrictives et les mesures complémentaires. Parce qu'il y a 3 mesures aujourd'hui qui circulent, que le gouvernement a décidé. Pour la vaccination aujourd'hui, l'ensemble des équipes qui sillonnent, on a beaucoup de volontaires de la Croix-Rouge dedans. Ils sont depuis des mois. Dans les hôtels où on héberge les cas de Covid, tout ça, ils sont aussi là pour aider. Donc c'est déjà une main-d'œuvre que l'équipe de la riposte doit pouvoir utiliser. La société civile est très faiblement utilisée dans cette affaire de Covid. Je crois que si
pour les tranches de sensibilisation qui viennent. Si on peut vraiment l'associer ardemment et bien organisé, les résultats seront extraordinaires. Je dis ça parce que si vous êtes à Lomé, les choses paraissent mieux, mais non satisfaisantes. Mais quand vous dépassez Lomé, à partir de Tchédié, c'est autre chose. Je ne dis pas, ceux qui voyaient savent ce que je dis. C'est autre chose. Vous arrivez dans une communauté, vous portez ça, c'est comme si vous êtes un extraterrestre. On sait que vous venez de Lomé. Les autres ne sont pas concernés par ce que nous faisons. Moi, je trouve ça pas normal. Pendant que ces localités-là sont gérées par des chefs, des communes, des préfets. Alors que la maladie est communautaire, on le dit aujourd'hui. Et les gens viennent de partout, les frontières, pour les funérailles, les mariages. Personne ne fait rien. Si ce n'est pas qu'entre-temps, nous, on avait instruit nos volontaires à pouvoir s'offrir leur disponibilité à contrôler, à dire, bon, il faut porter, il faut vous laver les mains, il ne faut pas être nombreux pour aller au cimetière. Le terrain est pratiquement vide. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas donner la ville. Vous sortez de Lomé. Souvent, quand vous voyagez, il y a des lieux où on vend du pain là. Et c'est plus de 60 à 70 femmes et hommes qui distribuent le pain là-bas depuis des années. Allez là-bas pour voir qui porte bavette. Mais ce lieu n'est pas loin d'une mairie. Ce lieu n'est pas loin d'un service des facs. Ce lieu n'est pas trop loin des bureaux d'une préfecture. Et ça, c'est tous les jours que le voyageur passe par là. Le voyageur qui revient, le voyageur qui part vers le nord, s'arrête au moins pour 5-10 minutes, achète du pain. C'est un exemple que je donne. Je prends les feux rouges de Damouti V, nos frères du Niger, tout ça, qui vendent le café, qui circulent matin, midi, soir, un aller-retour. C'est vrai avec Dr Pris qu'on a déjà fait des campagnes pour les amener à porter des bavettes. Mais le nombre qui circule, c'est plus de 100 personnes qui font ces allers-retours. Ils passent devant des soldats qui sont au Carrefour, qui même prennent du café chez eux. Mais ne les autres pas apporter du truc. Les gapobéglins qui circulent à travers tout notre quartier. Mais, non, je crois qu'on va aller plus vers le renforcement de l'utilisation de la société civile, qui sont plus dans la communauté. Associer la société Associer, civile. on est prêt à être aux côtés des efforts du gouvernement pour faciliter le travail. C'est des exemples comme ça, il y en a plein. Et je voulais aussi souhaiter qu'il y ait un jour un forum, une plateforme où on va discuter. Il faut que les citoyens aussi fassent de la proposition au gouvernement. On est là comme si la bonne pensée vient d'en haut. Mais on peut aussi recueillir à partir du bas que pense le citoyen, que pensent les femmes, que pensent les hommes, que pensent les fonctionnaires, que pensent les religieux. Ils peuvent aussi avoir de très bonnes propositions que l'État peut utiliser, améliorer et utiliser pour renforcer tout ce que nous voulons. Et ça aurait boosté très haut, très loin la campagne de vaccination. Professeur Adjobo, vous êtes membre du conseil scientifique. On espère que vous prenez bonne note. C'est tout ce qu'il vient de dire, c'est de très bonnes idées, mais c'est souligné qu'on ne travaille pas en vase clos. Hein, il y a des concertations qui se font. Il y a l'équipe qui coordonne, qui discute régulièrement avec les préfets, avec les maires, avec les chefs, les religieux. Régulièrement, il y a les organisations religieuses qui sont représentées, qui échangent. Et donc, quand ils vont échanger, ce n'est pas seulement le gouvernement qui vient dicter, ils reçoivent des propositions. On peut améliorer cette organisation-là pour que ce soit plus largement fait au niveau national. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas qu'on n'échange pas. Les échanges se font et personne ne détient le monopole de la connaissance. Bon, d'accord. Alors, les propositions sont faites et tout cela, c'est dans l'optique de lutter efficacement contre la COVID-19. Je rappelle donc que nous sommes rejoints sur ce plateau par Dr Emifa Sabli, que nous avons annoncé en début de débat, mais les médecins chefs de la commune d'Agouin, Iveka. Dr Sabli, bonsoir.
Bonsoir Anita. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Nous évoquons la campagne accélérée de vaccination des populations. Alors dites-nous, à votre niveau, au niveau de la commune à Gouin IV, quelles sont déjà vos impressions? Nous sommes à une dizaine de jours de cette opération accélérée. Alors, est-ce que vous avez noté peut-être une amélioration dans l'affluence au niveau des vaccinodromes? Est-ce que vos attentes seront satisfaites ou vous pensez que c'est mitigé? Alors, il faut dire que nous avons effectivement bien démarré la vaccination. Et au début, nous avons eu à vacciner environ 120 personnes par jour. Et la semaine-ci, nous sommes arrivés à franchir le cap de 200 personnes par jour. Donc, c'est une amélioration et nous espérons vivement pouvoir atteindre. C'est vrai que les objectifs que nous nous sommes fixés sont un peu plus hauts que ce que nous observons, mais quand même, c'est mieux par rapport aux semaines antérieures, avant la campagne accélérée. Parce qu'entre-temps, difficilement, nous trouvons 40 personnes à vacciner par jour. Mais avec la campagne accélérée dans notre commune, nous avons vacciné de 120 personnes à 220, 230 en moyenne par jour. Voilà. D'accord. Donc, bon, comme l'a dit le professeur Adjo, bon, nous allons tout doucement. Ce n'est pas totalement ça, mais c'est mieux que zéro, on va le dire. Alors, parlons de la vaccination, justement. Professeur Adjo, nous parlons de l'éventualité, on l'a entendu au Conseil des ministres, l'éventualité d'une 3e dose. Bon, vous, en tant que professionnel de la santé, vous allez nous expliquer mieux, parce qu'on nous a dit que 2 doses nous protègent. Aujourd'hui, on est à une 3e dose et les populations se disent, mais à cette allure, on finira par avoir 5, 6 doses ou 7 doses jusqu'aux années prochaines. Alors, que se passe-t-il concrètement, professeur? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de vaccination, quand vous introduisez le produit ou la substance qui sert de vaccin dans l'organisme, elle déclenche la production de ce qu'on appelle des anticorps, et en très grande quantité. Le problème, c'est que plus le temps passe, la production de cet anticorps-là diminue. Et la cinétique, c'est-à-dire que l'évolution de la production de cet anticorps-là varie d'un vaccin à un autre. Il y a certaines substances, quand on les injecte, elles déclenchent une production à grande quantité, à un taux élevé sur un temps suffisamment long, pouvant aller jusqu'à 3, 4, 5, voire 10 ans. Aujourd'hui, on sait par exemple pour la fièvre jaune, au départ, on pensait qu'il fallait faire des rappels annuels. Après, on a su que tous les 3 ans, ça suffira. Après, tous les 5 ans. Et puis aujourd'hui, on sait que vraiment, c'est une substance qui déclenche une fabrication à des niveaux élevés d'anticorps de façon assez prolongée. Et donc, c'est comme ça. Alors, en matière de Covid-19, on sait que on n'avait pas suffisamment de recul par rapport à la cinétique de ces anticorps-là. Comment ça va se passer dans l'organisme? On sait que quand on administre, on a un taux élevé d'anticorps qui reste élevé, on savait au départ, pendant au moins 6 mois, peut-être plus. Aujourd'hui, on sait que ceux qui sont vaccinés, il y a une proportion qu'on doit encore bien préciser, chez qui le taux d'anticorps dans le sang commence par chuter au bout de 8, 6 mois, 8 jusqu'à 1 an, où on se dit, ça commence par fléchir. Et l'idée de se dire, si on pouvait encore réintroduire une dose pour relancer, restimuler la production d'anticorps, et cette idée-là est née de là. Maintenant, à ce jour, scientifiquement, on n'a pas de recul suffisant avec des études bien étayées pour savoir exactement à quand il faut l'introduire, cette 3e dose, et à quel profil d'individu il faut l'introduire. Ça, je parle de façon scientifique. Maintenant, on est en pleine pandémie où il y a des sujets fragiles et on se dit,
Si on peut en sauver, autant en sauver. C'était même ce même principe qui avait présidé à l'utilisation de ces vaccins, bien que on se disait, bon, on n'avait pas suffisamment de recul. Et donc, on sauve des vies avec ce vaccin. Et donc, c'est le même principe aujourd'hui. On se dit, au lieu d'attendre des études qui vont venir peut-être dans un an, dire que après un an, il fallait faire un vaccin et que pendant ce temps d'attente, qu'il y ait des gens qui attrapent encore Covid, peut-être une forme sévère et peut-être qu'ils pouvaient en mourir. On se dit, si on a le vaccin, pourquoi ne pas en proposer à ces individus-là? Donc, voilà la logique de ce raisonnement. Et je dirais, les évidences scientifiques nous diront peut-être les mois à venir ce qu'il en est exactement et dans quelles conditions on peut le proposer. Il faut savoir que une troisième dose sera probablement nécessaire. Non, pas possible. Probablement nécessaire. Mais à quelle échéance? Si c'est après un an, si c'est après 2 ans, si c'est après 3 ans, il nous faut encore plus de temps pour le savoir. Mais est-ce qu'avant ces études-là, est-ce qu'on ne peut pas proposer aux gens quelque chose? Je crois qu'il y a 2 camps. Il y en a qui disent oui, il faut proposer. Il y en a qui disent non, il n'y a pas de justification scientifique, donc il faut attendre. Donc, vous voyez... La réflexion se mène et se poursuit. Ah, voilà, ça se poursuit. Donc, ceux qui se disent on ne perd rien en prenant une troisième dose, vont. Moi, j'ai un grand frère qui habite en France. Il me dit, moi, je vais chercher ma troisième dose. Je dis, ah bon, déjà? Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il perd? Il a déjà fait 2 doses. Si on lui dit une troisième dose, c'est pour renforcer, son immunité, il ne voit pas l'intérêt de traîner. Donc, lui, il va chercher déjà sa troisième dose. Donc, voilà, il y a ces 2 camps-là. Et je crois que ceux qui sont fragiles doivent quand même envisager sérieusement à le faire, même si on ne dispose pas encore de données scientifiques. Je ne crois pas qu'il y ait un risque particulier lié à la troisième dose. On l'aurait pris peut-être inutilement, mais si ça protège, c'est tant mieux. Oui, et professeur, peut-être insister sur un fait, c'est que ce n'est pas Covid, disons, une vaccination régulière, ce n'est pas l'apanage de la Covid. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Par exemple, si je prends le vaccin contre la grippe, ça c'est encore assez particulier et ça peut se comprendre même, justifier, expliquer un peu la situation avec Covid-19. Le vaccin contre la grippe, c'est chaque année on le fait. En Europe, chaque approche d'hiver, tous ceux qui sont concernés vont se faire vacciner contre la grippe. Et pire encore, c'est que chaque année, on doit fabriquer un nouveau vaccin contre la grippe. Parce que le virus antigrippal est un virus qui change assez facilement et régulièrement. Et au bout d'une année, le virus change tellement que le vaccin de l'année précédente n'est plus assez efficace. Et donc, on est obligé d'enlever tout ce qui a été fabriqué il y a un an pour remettre dans le circuit de nouveaux vaccins. Et donc, c'est dire aussi que le changement qui est annoncé dans le Covid-19 n'est pas aussi nouveau sur le plan scientifique. C'est quelque chose qui est connu dans le règne des virus et voilà, qui se voit plus ou moins dans Covid-19. Et professeur, pour cette troisième dose ou bien enfin, les autres doses de vaccins anti-Covid, ce n'est pas comme pour la grippe, c'est-à-dire qu'on ne change pas de vaccin. Ce sont les vaccins reçus qu'on... Pour le moment, ce n'est pas un nouveau vaccin qu'on va prendre en troisième dose. S'il y a troisième dose à prendre, c'est les vaccins qu'on a déjà reçus. C'est un rappel de ces vaccins-là pour stimuler davantage le système immunitaire à fabriquer encore plus d'anticorps pour être mieux protégé. C'est la logique. Ce n'est pas un changement de
vaccins. De vaccins, d'accord. Alors, M. Arimou, avec, disons, cette éventualité de troisième dose, peut-être au niveau de votre comité, est-ce que vous envisagez d'autres campagnes de sensibilisation, d'autres messages à ajouter à ceux que vous véhiculez déjà pour amener les personnes à se faire vacciner, à leur dire il se peut qu'il y ait une troisième dose, donc autant aller prendre les 2 doses ou les 1 dose pour les vaccins à 1 dose et les 2 doses pour les autres vaccins en attendant que peut-être on pense à une troisième dose. OK. Merci pour la question. Vous savez, au début de la COVID, quand les volontaires à nous devons intervenir sur le terrain, nous sommes allés faire une collecte d'informations dans la communauté. Quelle est la perception de la communauté sur la COVID? À ce temps-là, c'est la COVID. On a recueilli, on a traité, on en est ressorti des thèmes qui doivent faire l'objet d'animation d'émissions radiophoniques. Donc nous avons fait un contrat de Lomé à 5AC avec les radios et nous allons sur ces radios animer des émissions pour éclairer les communautés à mieux comprendre la COVID. Voilà, parce que vous avez déjà recueilli toutes leurs inquiétudes, leurs perceptions et tout. Pour ne pas être détournés par les réseaux sociaux. Et en ce temps-là, les exhorter à utiliser l'ensemble des mesures barrières édictées à l'époque. Donc actuellement aussi, il va être fait que nous puissions aller toujours dans la communauté, recueillir leurs perceptions sur la vaccination. Comment ça se passe? Comment est-ce que les gens comprennent? Quelles sont les difficultés? Ça va nous ramener également à aller initier des thématiques qui vont faire l'objet d'émissions radiophoniques. Et savoir quoi dire. Quoi dire dans ces émissions pour amener les populations à aller vers la vaccination. On est allé plus loin. On a même conçu des chansons messages avec les femmes des clubs des mères, les papas champions, les clubs 25. On a initié des chansons. Ces chansons sont jouées sur les radios en prélude aux émissions. Parce que quand ces chansons, c'est vite écouté, voilà. On garde le message, on sait ce qu'il faut faire. Donc c'est un peu comme ça, la démarche à notre niveau se fait. C'est vrai que d'autres structures peuvent avoir d'autres démarches, mais nous disons que la chose c'est pour la communauté, c'est sur les ménages. Allons vers ces ménages, écoutons-les et retournons leurs informations erronées par des informations justes, rassurantes, devant les amener à opter pour les vaccinations. On fera ça quand les affaires de la nouvelle dose va arriver. De la troisième dose seront enfin plus précises. Et professeur, docteur Sabli, je reviens à vous. Nous avons parlé disons, du bilan à mi-parcours, on va dire, de la campagne accélérée. Alors, est-ce qu'au niveau de la commune Agouin-Nivé 4, avant cette campagne accélérée-là, vu, disons, le relâchement ou la faible fréquentation au niveau des vaccinodromes, vous avez mis en place des séances de sensibilisation, vous avez eu des rencontres communautaires parce que vos autres collègues qui sont partis sur ce plateau nous ont fait cas de ces rencontres-là avec les leaders communautaires pour échanger avec eux, pour leur donner peut-être des éléments de langage à rappeler les populations à se faire vacciner. Alors, au niveau de la Gouin-Nivé 4, qu'en est-il? Effectivement, nous avons eu à animer des dialogues communautaires au niveau du palais royal du chef canton et aussi au niveau de la mairie. Et à ce dialogue communautaire étaient les leaders d'opinion, les imams, les pasteurs et les chefs des quartiers, les CDQ, et puis les femmes maraîchères et les femmes des marchés. Donc nous avons fait de petits groupes de dialogue communautaire à plusieurs reprises. Et de là, nous avons recueilli les difficultés de la population par rapport à la vaccination, ce qui les freine. Et la plus grande difficulté, c'était l'accessibilité et puis les rumeurs sur les réseaux sociaux, ce qui les décourage. Ils veulent bien se faire vacciner, mais par rapport aux rumeurs, ils ont peur. Docteur, tu es sûr que si nous nous vaccinons, notre vie n'est pas en péril? Voilà. Donc, à ces questions... Après vaccination, on n'aura pas si comme l'autre a reçu. Tout à fait. Donc, ça a fait que nous avons pris du temps pour pouvoir décortiquer. Nous avons été appuyés par le niveau district, le niveau régional, l'OMS. Donc, ensemble, nous avons donné les éléments de réponse à la communauté, ce qui les a rassurés encore plus par rapport aux jours antérieurs. Et docteur, maintenant, dans le cadre de cette... campagne accélérée, dites-nous,
on a compris que peut-être le nombre d'équipes de vaccination a été multiplié par 2, par 3. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises à votre niveau? Oui, le nombre d'équipes a été augmenté. Donc nous sommes passés de 6 équipes à 9 équipes. Et il faut dire que nous avons associé à la stratégie fixe, en poste fixe, et à la stratégie en avancée, un peu du porte-à-porte. Qu'est-ce que je mets dans le porte-à-porte? Puisqu'il y a eu des agents de santé communautaires et les relais communautaires déployés sur le terrain pour pouvoir sensibiliser sur l'importance de la vaccination. Dans les premiers jours, quand nous sommes réunis, ce qui en ressortait, c'est qu'il y a des ateliers de coiffure, de couture, certains ménages, des endroits où les gens sont là avec des apprentis. Et donc, ils ne souhaiteraient pas se déplacer pour aller sur les lieux de vaccination. Donc, si nous sommes prêts à venir les vacciner, ils sont partants. Donc, nous avons donc pris des dispositions pour pouvoir répartir les équipes à ce que... On sait que dans telle zone, on est ici en avancée, mais comme c'est 4 personnes, par exemple, nous déployons 2 personnes des 4 pour que les 2 sont en avancée. Ceux qui viennent, ils les accueillent et les 2 se déplacent avec les agents de santé communautaire qui font la sensibilisation en même temps. Alors, ceux qui veulent se faire vacciner, on profite en même temps pour les vacciner. Donc, c'est ce que nous avons eu à utiliser comme stratégie. Et actuellement, il y a le véhicule sonorisé que l'OMS a mis à notre disposition aussi. Donc, à bord de ce véhicule, nous avons mis une équipe aussi qui sillonne avec le véhicule. Donc, arrivé à des endroits, quand l'animateur donne les messages, il y en a qui veulent se faire vacciner. Alors, l'équipe se charge de les vacciner aussi. Voilà, d'accord. Alors, professeur Adjo, la campagne accélérée, c'est pour 2 semaines. Alors, si, on voit déjà, disons, le bilan qui ne sera pas à 100%. Alors, si l'objectif n'est pas atteint, est-ce on pense à peut-être proroger l'opération? Mais bien sûr, une fois que la machine est huilée, c'est une façon d'huiler la machine, d'aller puiser un peu dans nos réserves pour faire mieux. Une fois que cette stratégie-là a fait ses preuves, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Comme on l'a déjà dit, le tout, c'est d'arriver à mobiliser la population. Et je crois que ce qui a commencé va continuer. Et il suffit que les gens se présentent. Le personnel soignant est là, prêt à les accueillir. Et puis, il suffit surtout que les gens prennent la mesure de l'importance de se faire vacciner. Et parlons justement des stratégies pour amener les populations à se faire vacciner. Professeur, très rapidement, nous allons évoquer, disons, cette mesure que le gouvernement a décidé encore d'attendre un peu avant de mettre en vigueur la présentation de passe vaccinal au niveau des lieux de culte. C'est vrai que ce n'est pas encore effectif, mais professeur, est-ce que cette stratégie-là, comment sera mise en œuvre selon vous? Pour les lieux de culte, il faudra qu'on présente les passes avant de rentrer, ou sur place, il y aura une équipe mixte qui sillonnera les lieux de culte pour demander à chaque fidèle où est ton passe sanitaire, ou bien comment cela va se faire? Je crois que c'est des questions légitimes que vous posez, oui. Et je crois que ces questions taraudent l'esprit de ceux qui sont en charge de ces groupes-là, se demandent comment il faut le faire. Honnêtement, je n'ai pas participé à la réflexion qui a sous-tendu cette annonce, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la chose. Et je crois également que les chefs religieux se concertent et sont en discussion avec le gouvernement, avec les autorités, pour trouver la meilleure façon de le faire. A priori, ça semble un peu difficile. Et comment on peut vraiment savoir qui est qui? Même si je prends le pass sanitaire d'un voisin, est-ce qu'il va falloir ajouter au pass sanitaire sa carte d'identité? Et ça, c'est à l'entrée d'une église. Ça pose tous les problèmes. Voilà, le culte ou la messe est à une certaine heure et tout cela. Absolument, et que même on vient à l'église volontairement, on se pose plein de questions. Je crois qu'en échangeant avec les autorités en charge
l'application de ces mesures-là, on finira par trouver une solution. Là, je n'ai pas la solution et je n'ai pas la réponse à comment le faire. Bon, nous tous, nous posons pour satisfaire les questions et puis on attend peut-être que l'autorité nous dévoile la meilleure stratégie. Peut-être qu'il faut avancer un peu. Voilà, si le culte doit commencer à 7 heures, commencer, demander aux gens de venir un peu plus tôt. Il va falloir s'adapter. On ne fait que ça, s'adapter. C'est pareil, hein, ça va être un peu comme ça partout, où on doit vérifier les passes sanitaires. Il y aura une queue, et donc pour éviter d'être en retard, il va falloir commencer un peu plus tôt. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose de trivial, hein, très simple, visible pour tout le monde. Il va falloir commencer un peu plus tôt pour pouvoir vérifier ces passes sanitaires. Mais comme je l'ai déjà dit, on attend de voir. Les réflexions sont en cours pour voir comment il faut arranger chacun dans ce qu'il fait. Monsieur Arimou, vous travaillez avec disons les communautés, justement, vous recueillez les impressions, les attentes des populations. Est-ce que les populations vous ont parlé aussi de cette mesure-là qui peut-être les font réfléchir? Les populations, elles aussi, se posent la question de savoir comment cela va se mettre en place concrètement. Oui, c'est vrai. C'est une mesure, une des mesures qui aujourd'hui donne beaucoup de réflexion à tous les niveaux. Moi, en tant que société civile, on a réfléchi aussi à la chose. Pour dire simplement que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le professeur, comment faire la chose? Moi, je trouve qu'il y avait déjà une équipe qui assure le contrôle de lavage de mains, du port de bavette et de distanciation par les assises dans, je prends le cas des églises, qui fait bien son travail. Je crois que les autorités ont reconnu cela et ils ont annoncé que c'est ça même qui justifie l'ouverture des églises et des lieux de culte. Pour moi et pour ma part, je trouve que c'est un nouvel élément qu'on ajoute au cahier de charge de l'équipe qui travaille. Vous savez, quand vous prenez une paroisse, il y a plusieurs messes. Première messe, deuxième messe, troisième messe. Et habituellement, les gens se connaissent. Ensuite, les gens utilisent déjà leur passe. Puis à l'église, viennent des gens venant de différents horizons, de l'administration, des ONG, des institutions internationales, en tout cas où on réclame déjà les passes. Vous venez à l'église avec votre passe, on vous connaît. Si c'est à la première messe que vous venez, on sait à peu près les gens qui viennent. L'équipe qui fait le contrôle auparavant vous demande, vous avez votre passe? Ah, vous passez. On vous demande aujourd'hui, l'autre messe, l'autre dimanche, l'autre dimanche. Après, on ne vous demande plus, puisqu'il n'y aura pas de variation dans l'information de passe. L'information qui est au début reste la même. Jusque-là, on vous a déjà reconnu. C'est comme dans les services aujourd'hui. Si on sait que tu as pu faire ton passe, tu viens au service, le contrôleur de l'entrée ne te demande plus, il sait que tu as ça. Et tu passes. C'est seulement quand tu n'as pas mis bavette, on te rappelle. Quand tu ne te laves pas la main, on te rappelle ça. Moi, je crois que si on se situe dans cette logique et progressivement on le fait, ça ne va plus être de la difficulté. L'équipe extérieure qui vient même faire le contrôle dans une église, par exemple, n'aura pas droit à avoir accès à un fidèle. Il vient, il s'adresse aux responsables des équipes de contrôle. Chers amis, bonjour, comment ça va? Et le travail, ça va, vous avez des difficultés? Est-ce qu'on peut vous aider? On procède comme ça, c'est calme, et tout le monde peut rapidement s'approprier la décision. Dans les habitudes. Et c'est fini, on continue. Bon. Au début, on n'est pas sévère, tu n'en as pas, tu passes. Mais on vous dit, après on fait les statistiques, dans une église où il y a 500 personnes, combien ont de passes, combien n'ont pas de passes. On verra et après, le prêtre même ou bien le pasteur, dans ses prêches, exhorte même les gens et dire qu'à côté même, nous avons une équipe de vaccination qui vous attend. Après la messe, vous pouvez
vous rendre là-bas, faire votre vaccination. Je crois que de façon très responsable, très courtoise, très simple, on peut faire pour qu'il n'y ait pas de la diffusion des informations que les réseaux ont commencé par reprendre. L'Église a refusé. Quand ça sort comme ça, c'est des institutions très respectueuses de haut niveau national qui voudraient donc s'affronter à l'autorité. Il ne faut pas qu'on en arrive à des choses comme ça. Mais comme le professeur Adjo l'a dit, je crois que... Enfin, il y a des discussions qui sont en cours. Qui sont en cours. Et justement, peut-être que M. Arimou, ce que vous soulevez, est pris en compte au niveau de l'autorité. Je souhaite vraiment. Et on espère que cette mesure-là va être mise en œuvre de façon... consensuelle et collégiale, justement. Et docteur Sabli, et parlant justement des lieux de culte, est-ce que certaines de vos équipes de vaccination vont justement au niveau des lieux de culte pour vacciner des fidèles qui voudraient bien? Oui, tous les dimanches, avant même que la campagne accélérée ne soit lancée, nous positionnons les équipes au niveau des églises. Maintenant, avec la campagne accélérée, c'est que nous programmons plus d'églises qu'auparavant. Voilà. Donc, les équipes vont et sont bien accueillies au niveau des églises. Et par rapport à votre précédente intervention, si vous me le permettez, le vendredi passé, au niveau de la préfecture d'Agoué-Nivé, sous le patronat du préfet, nous avions eu une activité de rencontre avec les responsables des églises. Étaient présents les pasteurs, et des prêtres vaudous, les chefs cantons, beaucoup de personnalités du monde religieux, voilà, que ce soit la religion musulmane, chrétienne ou notre religion traditionnelle. Donc, nous avions eu à faire un peu une réflexion ensemble pour voir comment arriver à implémenter cette mesure sous nos lieux. Voilà, comment ils pensent mettre en œuvre cette mesure. Voilà, donc ce qui avait été retenu ensemble, c'est de, comme le grand frère vient de le dire, c'est de mettre à contribution les services d'accueil qui étaient déjà au niveau des lieux de culte, même devant nos couvents chez les prêtres vaudous. Il y a toujours quelqu'un qui accueille pour introduire dans le couvent. Voilà. Donc ces personnes seront mises à contribution. Et par zone, il y a des fidèles ou bien des personnes prises de ces confessions religieuses-là, qui sont des superviseurs de zone. Donc eux, ils auront pour rôle de pouvoir cadrer, donner les informations nécessaires aux équipes qui seront sur place pour les aider. Donc voilà un peu ce qui avait été retenu le vendredi passé dans notre préfecture. On va commencer et ensemble encore voir comment améliorer. Voilà. Et peut-être que d'autres zones vont prendre exemple sur la zone d'Agoué-Nivé 4, on le sait toute la préfecture. Au niveau de toute la préfecture. Donc, disons que les réflexions se mènent. Au fil des jours, on va découvrir ce que l'autorité aura décidé. Et avant de vous laisser repartir, professeur Adjo, nous parlons de pass sanitaire, justement. Et depuis quelques jours, on nous parle d'un nouveau pass sanitaire, que le Togo aura un nouveau pass sanitaire. Donc, l'ancien, on va dire, il est caduc. Alors, qu'est-ce que le nouveau a de plus que l'ancien, on nous dit de changer? Non, je crois que tout le monde s'attendait à voir quand même qu'on ait un nouveau pass sanitaire. Okay. Parce que les gens l'ont relevé. Dans l'utilisation, ils se sont confrontés à des difficultés au niveau international. Et on s'est dit, une des raisons, c'est que quand vous voulez générer le pass, il faut que vous le générez avec une technologie qui peut être lue, compris par la technologie utilisée ailleurs. Et donc, c'était clair que il serait nécessaire qu'on utilise d'autres façons de faire. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on ait un nouveau pass sanitaire. Et surtout là, c'est la nouveauté, cette fois clairement reconnue au niveau international. Qui prend l'aspect national, l'aspect africain et l'aspect européen. Donc, c'est un pass qui est facile à lire et qui reçoit toute la crédibilité de ce monde-là. Et donc, c'est une très bonne chose. Le bémol qu'il y a dedans, on le sait, hein, c'est le Omicron qui est apparu et qui rend tout le monde frileux, qui fera que tous les avantages attendus de ce pass sanitaire qui doit nous
nous faire lever la tête, bomber le torse devant tout le monde. On ne va pas malheureusement profiter de cet avantage-là, étant donné que Omicron fait peur à tout le monde, les gens se sont encore recroquevillés. Malgré le pass sanitaire, ils commencent par remettre des restrictions. Et donc, c'est tout le problème. Sinon, c'est une très bonne chose qui quand même souligne l'effort qui est fait au niveau national et le sérieux, notre sérieux est reconnu et je crois que c'est une bonne chose. Oui, et c'est le seul, disons, le seul pass sanitaire en Afrique à être reconnu par l'Union européenne. Absolument. Et donc, ce sont les efforts du Togo, justement, qui sont salués. Et professeur, peut-être une dernière question avec, justement, le variant Omicron. Est-ce qu'il faut vraiment, nous devons nous alarmer ou peut-être, bon, c'est un variant comme je l'ai dit, le changement dans la structure d'un virus, c'est quelque chose qui est connu il y a très longtemps. Et tous les virus qu'on connaît aujourd'hui changent. Et on le sait, Covid-19 va changer. SARS-CoV-2 va changer. Et on assistera à l'apparition des changements majeurs qu'on va appeler des variants. Et aujourd'hui, demain, après-demain, ça va être ça. Donc ça, c'est une chose... Il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça. Il y a certains variants qui vont être plus gênants que d'autres. Et le Omicron apparaît comme un peu plus contagieux. On n'a pas encore tous les contours de la chose. Mais je crois que on a été traumatisé par le dégât de cette pandémie-là au départ, ce qui fait qu'il y a assez de frilosité dans les décisions. On manque de calme, de sérénité nécessaire pour agir de façon posée. On a tellement peur de vivre encore d'autres drames, de telle sorte que je crois que certaines réactions, ça c'est mon appréciation, me paraissent assez disproportionnées. Il y a un pays africain qui a déjà tout interdit, tous les voyages. Il a fermé même son aéroport international. Pour parer à toute éventualité. Pour parer à toute éventualité. À ma foi, bon. C'est pas prudence, mais je pense que c'est disproportionné. Il faut qu'on continue de vivre. Oui, et l'OMS le rappelle justement pour dire que, bon, qu'Omicron ne nous empêche pas de continuer par vivre. Il faut juste prendre la mesure de la chose. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau pour tous ces conseils, toutes ces précisions. Et avant de vous laisser repartir, docteur Sabli, nous allons commencer avec vous. Peut-être un dernier conseil à l'endroit des populations. Merci beaucoup. Je ne saurais dire si ce n'est d'encourager encore par rapport à la vaccination. C'est vrai qu'il y a de nouveaux variants, mais continuons d'utiliser ce que nous avons sous la main pour que les jours à venir puissent nous donner plus de précision sur les nouveaux changements. Donc, la campagne continue, aussi bien dans l'information sanitaire que dans la communauté. Et ceux qui sont en attente, il faudra qu'ils puissent prendre contact avec les équipes et bénéficier de leur dose, sans oublier le respect des mesures barrières aussi. Merci beaucoup, docteur Emefa Sabli. Je rappelle donc qu'il est médecin-chef de la commune d'Agoué, Nivé 4. Monsieur Arimou, votre mot de fin. Merci, Anita. Omicron, la nouvelle peur. Je dis tout simplement qu'il n'y a pas de nouvelle peur si nous comprenons la manière de nous comporter. Les mesures barrières, se laver la main, se protéger, avoir son gel, faire la distanciation. Ça, quel que soit le variant qui va arriver, cela nous sera imposé. Maintenant, si vous doublez ceci par les différentes doses de la vaccination, je crois qu'on peut notablement éviter les dégâts que Omicron peut apporter à quelqu'un. Je crois que c'est tout. C'est la discipline dans le choix de la riposte individuelle qui permet maintenant à ce que les autres puissent en bénéficier. Il n'y a pas 36 solutions, à mon avis. Merci beaucoup, monsieur Lassissi Arimou. Je rappelle donc qu'il est volontaire de la Croix-Rouge, membre du comité de suivi des mesures barrières dans les différents marchés. Professeur Adjo, votre mot de fin.
Oui, on est en décembre, donc bientôt les fêtes. Oui. Nous avons appris et nous continuons d'apprendre de nos erreurs et de nos réussites au cours de cette pandémie. Et nous savons déjà ce qui a marché et on le sait, hein, il y a un an, le gouvernement a pris des décisions, des mesures qu'on avait décriées, mais qui nous avaient sauvés. Je crois qu'il faut que nous nous préparons, comme on l'a déjà dit. Les mesures barrières doivent être de rigueur. Hein? Omicron vient, les fêtes arrivent, mais si nous continuons d'être très appliqués par rapport aux mesures barrières, si nous continuons de faire ce qu'il faut faire par rapport au vaccin, eh bien, je crois que quels que soient les changements qui vont arriver, quelle que soit la situation, on pourra quand même amortir les dégâts. Et donc, je nous invite à cette prudence-là, à aller nous faire vacciner et à être vigilants par rapport aux fêtes qui s'annoncent. Merci beaucoup, professeur Komi Séraphin Adjo, qui est pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune et membre du conseil scientifique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, la discipline est de rigueur, quel que soit le variant. Le respect des mesures barrières et la vaccination nous permettront donc de vaincre la COVID-19. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.